Bien, je vous promettais il y a un instant un moment de détente, un moment de rêve. Qu'est-ce qui fait plus rêver au monde que la chasse au trésor? C'est ce à quoi nous allons nous livrer maintenant en rejoignant un charmant village du sud de la France où depuis plusieurs dizaines d'années se livre effectivement une gigantesque chasse au trésor. En voyage et en hélicoptère. Nous sommes dans le sud de la France, dans la belle région de l'Aude. Une région chargée d'histoire, mais aussi de mystère. Car c'est ici que serait caché un fabuleux trésor. Tout a commencé sur cette colline, qu'on nomme la colline envoûtée, et qui surplombe un petit village d'une trentaine d'habitants, Rennes-le-Château. Un village qui reçoit chaque année plus de 20 000 visiteurs venus du monde entier, attirés par la légende du trésor de la Bessonnière. Je suis tout à fait persuadé que la Bessonnière a découvert, sinon un trésor, du moins un magot d'une certaine importance. Je suis persuadé, mais il s'agit d'une conviction intime, je ne peux en aucun cas la démontrer aujourd'hui, qu'il reste quelque chose. Mais ce quelque chose, est-ce que ça provient du trésor de la Bessonnière ou est-ce que ça provient d'un autre dépôt, d'une autre nature? Là est la question. La Bessonnière reste une énigme pour de nombreux historiens. C'est un homme intelligent, volontaire et ambitieux. Mais il n'est qu'un modeste curé de campagne. Il est pauvre et pourtant il a vécu comme un seigneur. C'est en 1885 que Béranger Saunière est nommé curé à Rennes-le-Château. Quand il pénètre dans son église pour la première fois, il est atterré. L'église est en ruine, la voûte s'affaisse, la toiture est délabrée. Pour rénover cette église, il faudrait beaucoup d'argent, et la Bessonnière n'a pas un sou vaillant. Il va donc tout d'abord faire appel au maire de Rennes-le-Château, mais ce sera en vain. Les villageois sont trop pauvres pour financer de tels travaux. La Bessonnière ne se décourage pas. Il va trouver une riche donatrice. Il est certain qu'il a eu un don de la comtesse de Chambord, puisqu'il le mentionne, assez important, puisqu'il est de 3000 francs or. Alors, la restauration a démarré tout d'abord par le remplacement, l'enlèvement du vieux maître-autel qui est très ancien, et dont on a une description fidèle, puisque l'abbé lui-même a écrit que le maître-autel était formé d'une pierre brute soutenue par 2 piliers dont un sculpté. Et c'est dans ce pilier sculpté que la Bessonnière va faire une première trouvaille, à savoir des documents. Mon arrière-grand-père disait, un soir, alors qu'il descendait du clocher, alors que les ouvriers étaient partis et qu'ils étaient en train de démolir tout ce qu'il y avait dans l'église, en particulier la vieille chaire, il va voir un objet brillant, un lieu de gravat, et à côté d'un vieux balustre. Alors il s'en approche, et je pense qu'il a dit Macarel Kesako, puisqu'il a vu que c'était effectivement une fiole qui contenait un petit bout de papier à l'intérieur. Bien sûr, il s'empresse de porter sa découverte à la Bessonnière. Il attend probablement une réponse, mais la Bessonnière le dit évasivement, ce sont certainement des reliques, ça n'a aucune importance. Et à partir de ce jour-là, la Bessonnière donc ne parlera plus jamais, malgré les quelques approches qu'a essayé de faire mon arrière-grand-père, de cette trouvaille. C'était pour lui des reliques, point final. Mais mon arrière-grand-père n'était pas dupe, je crois, puisqu'il a toujours dit chez nous, c'est grâce à moi que la Bessonnière est devenue riche. C'est-à-dire donc c'est à partir de là que la Bessonnière va entamer ses recherches et qu'il va trouver 2 jours plus tard la fameuse dalle dite des chevaliers. La dalle des chevaliers que les maçons vont découvrir est d'époque mérovingienne. Bizarrement, cette dalle qui paraît anodine au premier abord est entièrement sculptée en dessous. Elle semble avoir été posée à l'envers. À la vue de ce qu'il y avait sous la dalle, l'abbé a congédié immédiatement les 2 maçons en prétextant que c'était l'heure du déjeuner. Mais ils avaient eu le temps, eux aussi, d'apercevoir sous la dalle un étrange récipient rempli d'objets brillants. Nul ne sait ce que la Bessonnière a trouvé ce jour-là,
Et il est certain qu'à partir de ce moment, les villageois l'ont vu creuser la nuit dans le cimetière, accompagné de sa fidèle gouvernante, Marie Desnardeau. Une nuit, l'abbé va trouver une stèle où est gravée l'épitaphe de l'épouse du seigneur de Rennes-le-Château. Mais cette épitaphe comporte des anomalies étranges. Nous avons reconstitué la dalle de la marquise de Blanchefort, dont on constate à première vue que le graphisme est presque incompréhensible sur la tombe d'une dame de haute naissance. Si on pose comme hypothèse de travail que le T signe le trésor, on n'a d'autre possibilité que de suivre les autres T pour voir s'ils se trouvent en place. Celui-ci est correct. Celui qui devrait se trouver dans le mot Haute-Poule a été effacé, ou plus exactement, il manque. Celui de Blanchefort est à la bonne place. Celui du mot 7 a été décalé pour prendre la place qui logiquement revenait à la lettre P. Quant au dernier, il se trouve dans un mot fabriqué de toutes pièces qui est le mot catin, par glissement et césure au mauvais endroit du mot requiescat. La césure devrait donc se trouver ici. Et nous avons l'interprétation évidente qu'apparaît. Le trésor n'est pas ou n'est plus chez les Haute-Poules, absence du T. Il a été déplacé. Il se trouve au milieu du mot catin, qui nous renvoie au mot latin catinum, qui signifie grotte ou caverne. Dans son journal intime de 1892, l'abbé note « Jeudi 21, découverte d'un tombeau ». Et à partir de ce moment-là, il se lance dans les travaux et dépense sans compter. Il achète 6 terrains, fait construire la tour Magdala pour sa bibliothèque, la villa Béthanie où il va résider et recevoir fastueusement de nombreux invités prestigieux. Les repas sont raffinés, l'alcool coule à flot. Il entretient même une relation soutenue avec une des femmes les plus célèbres de l'époque, la cantatrice Emma Calvet. Et bien sûr, l'église est somptueusement restaurée. Comment expliquer que ce modeste curé de campagne va dépenser la somme astronomique de 2,5 milliards de centimes? Marie Desnardeau disait aux habitants de Rennes-le-Château, vous marchez sur de l'or. Et elle disait aussi, avec le trésor de la Bessonnière, on pourrait nourrir le village pendant 100 ans, et encore il en resterait. Et c'est par tous les moyens qu'encore aujourd'hui, on cherche le trésor. Coup, hein. Là, ça fait du bon boulot. Hein. Là, on est sur un coup super. Là. On ne peut pas vous le dire. Dans une affaire comme ça, je crois que le mieux, c'est de travailler l'intuition. Et travailler l'intuition, c'est peut-être regarder une carte topographique, jouer avec la toponymie, les courbes de niveau, un certain nombre de signes conventionnels de la carte, et essayer arbitrairement de relier entre des points qui, en principe, n'ont pas forcément de connexion. Et on a un certain nombre de chances, à partir de là, de voir se dessiner des pistes. Une fois qu'on a ces pistes, on peut en dérouler certaines, et il arrive que certaines de ces pistes nous amènent à des choses intéressantes. Pour beaucoup de chercheurs, la piste commence dans l'église où l'abbé Saunière a installé un étrange bénitier et une inscription. Par ce signe, tu le vaincras. L'abbé nous indique-t-il ainsi que par les signes de croix, le trésor peut être trouvé? Il est certain que ce bénitier présente un phénomène magnétique étrange. Si l'on place une boussole au pied des statues, on s'aperçoit qu'elle indique 3 directions différentes. Suivons cette direction en ligne droite. La première croix que nous rencontrons est celle du Calvaire, à la sortie de l'église de Rennes-le-Château. Si nous continuons dans cette direction, sur quelques kilomètres, nous allons atterrir dans un autre village, Rennes-les-Bains. Juste à l'endroit où se trouve le cimetière, précisément sur une tombe qui est marquée bizarrement d'une flèche. Nous avons donc ainsi tracé notre première ligne. Si nous repartons du calvaire de Rennes-le-Château et que nous suivons la même direction en ligne droite, allons-nous trouver sur le chemin une autre croix. Au bord d'une route, en pleine campagne, il y a en effet la croix de Gavigno, qui fait face à Rennes-le-Château.
Nous avons donc établi un triangle en reliant les 3 croix. Et c'est dans ce périmètre que des centaines de chercheurs creusent en vain depuis 30 ans pour trouver le trésor de la Bessonnière. Il est certain que de nombreux témoins ont vu pendant des années la Bessonnière parcourir les sentiers de la région. Que cherchait-il? Avait-il obtenu des renseignements sur l'emplacement d'un autre trésor? Ou choisissait-il une cachette pour y enfouir son magot? Un des indices qu'on a retenu, c'est que la Bessonnière est allé à Paris faire déchiffrer des parchemins et qu'il est revenu avec une reproduction d'un tableau de Nicolas Poussin, Les Bergers d'Arcadie. Pourquoi a-t-il choisi cette reproduction? Selon certains experts, le fond de ce tableau ressemble étrangement à certaines montagnes de la région. Et le point d'où l'on peut voir ces 2 montagnes se situe au lieu dit le tombeau d'Arc. Ce tombeau d'Arc est en ligne droite avec la croix de Rennes-les-Bains et celle des Galignans. Nous allons donc agrandir le triangle et joindre le tombeau d'Arc à Rennes-le-Château. Sur le chemin, nous trouvons les vestiges du château de Blanchefort, surplombant une falaise aux grottes mystérieuses. Toujours en ligne droite, à quelques kilomètres devant nous, Rennes-le-Château. Est-ce dans ce 2e triangle que se trouverait le trésor? Officiellement, les fouilles sont interdites. Mais la nuit, les recherches continuent. Qu'aurait donc trouvé la Bessonnière? Les hypothèses sont nombreuses et les avis sont partagés. S'agit-il du trésor des Mérovingiens ou de celui du roi Salomon rapporté par les Romains? D'autres encore pensent que c'est le trésor de la reine Blanche de Castille ou celui des Templiers qui se cache dans ces grottes et ces rivières souterraines. Après 30 ans de recherche, je pense effectivement que ce trésor existe toujours, et s'il existe toujours, il est bien là. Être chercheur, c'est vouloir accéder à la vérité cachée. Donc au moment où vous mettez la main dessus, c'est une joie tellement profonde que vous la gardez pour vous. Pardon monsieur, bonjour. Bonjour. On peut vous poser quelques questions? Mais vous pouvez toujours. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? Je cherche le fabuleux trésor de Rennes-le-Château. Je ne sais pas si c'est moi qui le trouverai, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Depuis plus de 30 ans, Rennes-le-Château garde jalousement son secret et le mystère du trésor de la Bessonnière continue de nous faire rêver. Quel homme, cet abbé Saunière! Les trésors, bien sûr, ça nous fait rêver, ça fait rêver tout le monde, mais vous l'avez vu en regardant ce film, il y a souvent loin du rêve à la réalité, et le chemin qui sépare le rêve de la réalité est parfois semé de nombreuses difficultés. C'est ce que vont d'ailleurs nous confirmer, je dirais, nos chercheurs de trésors. Alors, je les rejoins, nos chercheurs de trésors. Oui, vous l'êtes tous tous les trois un petit peu quand même. Vous, Michel Laflandre, vous êtes collaborateur de Trésor Magazine. Il y a même un magazine qui s'occupe donc de trésors. Aujourd'hui, il y a encore quelque chose à trouver à Rennes-le-Château et dans les environs. Michel Laflandre. C'est à peu près certain. Mais quoi, du sonnant et du trébuchant ou la clé du secret de la Bessonnière? Non, la Bessonnière a trouvé au départ de l'argent. Il n'a pas trouvé tout ce qu'il y avait à Rennes-le-Château. Il a trouvé d'autres choses que de l'argent. Et partant, il a dû faire mousser, amalgamer les deux affaires. Mais la part qu'il a laissée sur place est certainement encore très supérieure à ce qu'il a pu trouver à l'époque. C'est votre avis, Jean-Pierre Monteil? J'ai un avis un petit peu différent, mais pas tout à fait contradictoire. Je pense que le trésor de Rennes-le-Château, si vous voulez, il y a deux pistes principales. Il y a une piste possible pour un trésor matériel, et là je rejoins ce que vient de dire M. Laflandre, et une deuxième piste qu'on ne doit pas éliminer trop vite, qui est autre chose qu'un trésor matériel. Des documents qu'il aurait négociés.
des documents possibles ou bien quelque chose et un certain nombre d'éléments aujourd'hui pourraient nous permettre d'aller dans cette direction-là, quelque chose qui aurait trait à un message, mais alors là je voudrais peser tous mes mots, mettre des guillemets devant et derrière, relatif à une espèce de révélation universelle. Dites-moi, c'est absolument hallucinant. Regardez ces visiteurs, des têtes couronnées, des gouvernants, une grande cantatrice, mais c'est absolument incompréhensible. Voilà un petit curé de campagne qui reçoit l'archiduc d'Autriche. Comment est-ce que vous l'expliquez, la Flandre? C'est certainement ce qui accrédite le plus certainement et le plus formellement l'hypothèse que le trésor, en tout cas, lui a permis d'attirer à lui des gens considérables. Alors, je pense que l'hypothèse de Jean-Luc Monteil est aussi vraie. Et certainement que s'il a pu attirer tout ce monde-là, c'est parce qu'il détenait aussi des connaissances qui valaient quelque chose. Pas nécessairement qui valaient quelque chose en numéraire, mais qui valaient quelque chose. Mais il est vrai qu'il a attiré des têtes couronnées et même des empereurs, enfin des prétendants à l'Empire. Je pense à Jean de Habsbourg, qui l'a fréquenté. Emma Calvé, vous le dites dans le film, mais on n'imagine pas aujourd'hui ce que ça représentait à l'époque. Moi, je voudrais dire que Rennes-le-Château, pour moi, ça va faire un petit peu sourire, mais vous vous souvenez de l'émission Le Schmilblick? Eh bien, Rennes-le-Château... pas de rapport. Si, il y a un rapport très important. Rennes-le-Château, c'est... Sauf que vous ne faites pas beaucoup avancer le Schmilblick. Si, vous allez voir. C'est un Schmilblick, mais dans lequel les gens qui sont devant les caméras arrivent avec des réponses au lieu de poser des questions. Et ça a compliqué formidablement le problème. Et aujourd'hui, Rennes-le-Château est arrivé au niveau du débat des spécialistes, donc on ne peut pas ce soir avoir débat de spécialistes, c'est très compliqué, on est en boucle dans l'affaire de Rennes-le-Château, parce que chaque génération de chercheurs rajoute des éléments, et la question qui est très importante, qui est probablement beaucoup plus importante que l'affaire de la Bessonnière, c'est pourquoi on n'a prêté qu'aux riches, c'est-à-dire, rejoignant ce que vous venez de dire, pourquoi depuis... partant sur les légendes qui depuis plus de 1000 ans tournent dans cette région sur des questions de trésors, avec le fameux triangle mythique, la mort, la caverne, le diable, dont le centre est le trésor, si vous voulez, qui est le véritable archétype des histoires trésoraires dans le monde entier. La question est la suivante, pourquoi tant de gens se sont ingéniés à brouiller des pistes, et pas d'une manière aussi stupide et aussi superficielle qu'on a bien voulu le dire? Parce que quand on dévide le fil des canulars, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement bien montés, et qu'il faut être... paléographe, historien, helléniste, latiniste, philosophe, ésotériste, etc. J'en passe et des meilleurs pour arriver à comprendre un petit peu cette affaire. La question qui m'intéresse, et j'imagine qui intéresse tous ceux qui nous regardent à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a que dans les bandes dessinées ou dans les livres d'aventure qu'on parle de trésors. Or, Michel Laflandre, vous avez l'air, vous, de dire qu'on marche sur des milliards, qu'il y a des trésors un peu partout, et en France surtout, et qu'il suffirait de chercher pour les trouver. Il ne suffirait pas, il suffit de chercher pour les trouver. Vous en avez trouvé, vous? Personnellement, je cherche celui de Rennes-le-Château. Donc oui, pas encore c'est tellement trouvé. compliqué que ça vous monopolise complètement, vous n'avez pas le temps de chercher ailleurs. Oui, tout à fait. Mais on trouve combien de trésors par an en France? Plusieurs centaines, c'est très difficile à dire, parce qu'il y a des gens qui le disent parce que la plupart des gens se taisent. Mais quand ils peuvent parler dans des enceintes un peu plus restreintes, ils se confient. Par exemple, nous, on reçoit des lettres, des centaines de lettres, de gens qui nous disent soit j'ai trouvé quelque chose, et pas des petites choses, des kilos, voire des dizaines de kilos d'or, soit je suis sur le point de trouver quelque chose, aidez-moi, donnez-moi un élément ou quel matériel de Ils l'ont trouvé, comment ça, dans leur jardin, en faisant un trou pour planter un arbre? Oui, ce ne sont pas des trésors dans la historiques. cave, dans les poutres des appartements? Dans la cave, dans les poutres, dans les greniers, chaque cas de figure est différent. Mais disons qu'il y a quand même quelques cas de figure types autour duquel se greffe une légende, une histoire familiale. Ce sont souvent des fortunes familiales que les gens trouvent. On ne va pas donner de nom, mais est-ce que vous connaissez par exemple quelqu'un dont vous pouvez nous dire qu'aujourd'hui il vit très bien de la découverte d'un trésor? Ah oui, moi j'en connais plusieurs. Bien, moi je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissiez peut-être déjà, non? Pascal Koenig, vous le connaissiez? Parce que lui, c'est un chasseur de trésors aussi, mais il ne s'intéresse pas à ce qu'il y a sous terre, il s'intéresse à ce qu'il y a sous la surface des mers. Et vous, Pascal Koenig, vous avez trouvé quelque chose? Oui, j'ai trouvé... À plusieurs reprises. J'ai trouvé un certain nombre de choses, mais on peut les voir, je dis ça parce qu'on peut les voir. D'ailleurs, si vous vous tournez vers cet écran, voilà, racontez-nous. Ça, ce sont des amphores. Bon, apparemment, c'est banal, mais ça vaut de l'argent, hein?
Oui, ça vaut de l'argent. En fait, ce trésor a été trouvé au Baléares et on travaillait avec toutes les autorisations officielles. Alors là, on passe tout de suite à autre chose, des choses beaucoup plus dorées. Alors là, ça fait tout de suite un peu plus rêver. C'est des lingots Ce sont des lingots d'or. Le même genre de lingots d'or qui ont été trouvés sur un bateau qui a coulé en mer de Chine, qui s'appelait le Geldermalsen, avec 160 000 porcelaines chinoises à bord aussi. Et c'est toujours une découverte de Pascal Koenig. Et voilà les lingots d'or qu'on a trouvés. Ce sont des lingots d'or qu'on a trouvés en France. C'était pas un secret, c'est à Belle-Île-en-Mer. On travaillait tout à fait officiellement avec un organisme qui s'appelle la DRASM. Quelle profondeur dans 10 mètres de fond à peu près. Mais tout le monde peut y aller alors. Tout le monde peut y aller, oui, mais il faut beaucoup de moyens et je peux vous dire que le site est très protégé. J'ai l'impression qu'il y a des pêcheurs sous-marins qui partent avec le fusil harpon mais qui ont peut-être des arrière-pensées parce qu'on en voit quand même de plus en plus, notamment à Belle-Île, je connais. En fait, c'est un petit peu le même problème que les trésors terrestres, si je puis dire, puisque il y a des pirates, forcément, et puis il y a des gens qui sont très scrupuleux et qui veulent demander des autorisations, qui font les fouilles en bonne et due forme. Il y a des milliards au fond des mers comme il y a des milliards sous terre, sous nos pieds. Effectivement, il y a des bateaux qui ont navigué et qui ont été coulés par diverses fortunes de mer et qui ont dans leur flanc des fortunes, effectivement. Faites-nous rêver un peu là. Dites-nous, quelle est l'épave que vous rêveriez de remonter ou de visiter? Je crois déjà qu'il y a des épaves qui ont été trouvées très récemment, en tout cas dans les années 80, qui ont fait rêver un certain nombre de gens qui ont vécu ces reportages, notamment ce bateau dont je vous parlais, le Geldermalsen. C'est un bateau de la Compagnie des Indes hollandaise qui transportait 160 000 porcelaines chinoises en parfait état, des lingots d'or. Et tout ceci s'est vendu à Amsterdam avec Christie's. Et je crois que ça a fait une somme de à peu près 110 millions de francs. Donc c'est quelque chose de colossal, vous voyez. Et vous en vivez pas, alors vous avez d'autres ressources, oui. J'ai obligatoirement d'autres ressources, mais je travaille, puisque je suis passionné par ce domaine, et je travaille sur plusieurs dossiers à la fois. Et nous sommes toujours à la recherche de financiers afin de faire une expédition. Là, vous avez un appel à lancer. Voilà, exactement, j'appelle tout à fait les gens qui sont passionnés à me contacter, éventuellement par le biais de votre émission, et puis on pourra toujours 3615 discuter. TF1, mystère. Voilà. L'appel est lancé. Alors vous êtes sur quoi là? Vous êtes sur un coup, dites-le nous. J'en suis sur 4. Alors, ça serait trop long à vous expliquer. Bon, alors Rennes-le-Château, bonne continuation, messieurs. Je ne sais pas si un jour on connaîtra exactement l'origine de la fortune de la Bessonnière. On brûle. Merci et bonne chasse à tous les trois.